Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et ça y est, ça recommence. Les vraies voix sont de retour. Et les gens se disent: oh, mais ils sont fous de mettre tous ces gens à l'antenne. C'est pas possible. Sur Sud Radio, on est ravis de vous retrouver. Comment ça va, Philippe David? Ça va très bien. Et vous, Cécile, vous êtes au courant qu'on est mardi? Oui, absolument. Et on fait baisser le niveau de l'émission. C'est pourquoi? Parce que Françoise Degois est là. Ouais. Ah bah donc, non, on ne fait qu'augmenter. Ça y est, ça commence. En tout cas, c'est votre émission de débat. On parle des sujets qui vous intéressent et que vous concernent. Donc vous avez le droit à la parole. Il y a marqué Parlons vrai sur nos murs. 0826 300 300. Vous êtes ici, chez vous, vous le savez. Et la chanson du jour, c'est ça. It's gonna be alright, tout va bien se passer, en tout cas on espère, on croise les doigts. C'est son anniversaire aujourd'hui. D'ailleurs, oui, et qui fête ses 31 ans. Elle a de la chance. Elle a 10 ans de plus que nous, c'est tout. Hein, c'est pas très grave. C'est pas énorme. Elle a de la chance d'être mature. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Allez dans les vraies voix. Au sommaire de cette émission, un peu de sérieux. Chute de Macron et Borne dans le baromètre IFOP. Le duo va-t-il survivre à la réforme des retraites? C'est une étude réalisée par l'IFOP, site fiducial pour Paris Match et Sud Radio. 66% des Français n'approuvent pas l'action d'Emmanuel Macron et 69% celle d'Elisabeth Borne, en hausse de 2 et 4 points. Ces chiffres sont révélateurs de l'impopularité croissante du gouvernement, Philippe. Oui, si aujourd'hui la réforme des retraites est au cœur des inquiétudes des Français pour 82% d'entre eux, c'est quand même terrible puisque 24% seulement estiment qu'Emmanuel Macron est proche de leurs préoccupations et 70% ne font pas confiance en Elisabeth Borne. Alors est-ce que quelque part aujourd'hui ce n'est pas devenu le mariage de l'aveugle et du paralytique? Est-ce que ce couple de l'exécutif... Ah bah il envoie lui. Je cite la Bible, ma chère. Ah bah oui. Le gars, il est dans père. le Deutéronome à fond, il est 17h05, ça commence. Est-ce que ce duo de l'exécutif peut passer la réforme des retraites? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et pour le moment, Cécile... Eh ben pour l'instant, vous dites non à 75%, mais on a l'habitude avec vous, ça peut changer. Et puis, notre débat à le coup de projecteur des vraies voix, le comportement outrancier à l'Assemblée nationale décrédibilise-t-il le débat politique? Pour l'instant, vous dites oui à 81%, puisque les débats houleux à l'Assemblée nationale pour la réforme des retraites, 3 suspensions de séance, des menaces, des messages malveillants qui ont poussé les députés Rassemblement national à quitter la séance. Un hémicycle surchauffé, Philippe. Oui, un hémicycle où on ne sait plus s'il s'agit d'une ZAD ou d'une tribune populaire avec des simili-hooligans. C'est pourtant l'Assemblée nationale. La présidente Yael Braun-Pivet l'a rappelé aux députés hier au soir. Alors vous, est-ce que vous pensez que les comportements outranciers à l'Assemblée nationale décrédibilisent le débat politique? Et on est à peu près dans la même tendance que pour le premier vote, c'est-à-dire une majorité Sud Radio de 81%. Donc si vous voulez faire changer la tendance, vous le savez, 0826 300 300, Aude vous attend bien entendu. Et on va dire bonjour à nos chroniqueurs du jour. Bienvenue Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Et la parole, il l'a, c'est à vous. Bonsoir Philippe. Bonjour, bonsoir, pardon. Comment ça va? Je suis troublé. Vous êtes troublé, vous avez beaucoup de femmes autour de vous. Hein. Non, mais Françoise, je connais, mais Virginie Calmès, je suis ravi de la voir en vrai. Oui. Et je vais essayer de soutenir ce front redoutable. Oui, absolument, ça va pas être facile. Justement, elle est avec nous, Virginie Calmès. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette bienvenue dans les vraies voix. Vous êtes une nouvelle vraie voix. Présidente fondatrice de Futur on dit quoi? Futura et. Futura et. Ah oui, j'avais pas vu. Il faut que je change mes lunettes, pardon. École des métiers de demain dans les industries créatives. Alors vous connaissez un peu le principe des vraies voix. Ça veut dire qu'il y a marqué Parlons vrai. Voilà. J'adore ça. Voilà, c'est ça. On m'a souvent reproché d'être trop cash, donc vous voyez. Écoutez, ça nous arrange bien. Alors, Françoise Degois, c'est Françoise Degois, il y a une espèce de baromètre de Parlons cash. Oui, est avec nous. Éditorialiste Sud Radio LCI, auteur de ce livre, L'homme qui n'avait pas d'amis, publié chez Plomb. J'apprécie assez peu quand même la première remarque, le prolégomène de Philippe David avant de commencer cette émission, me concernant, disant que le niveau baisse parce que je suis là. Donc je vais m'atteler évidemment à vous démontrer le contraire. Le niveau de la méchanceté baisse parce que vous êtes là. Bien sûr, essayez de lui d'arranger ses bidons à ce gros bêta là. Ses bidons. Non. D'abord, c'est pas ses bidons, c'est son bidon parce qu'il est déjà suffisamment énorme. Non, je blague. Maman, je blague. Et 0826 300 et Thierry qui nous appelle d'Anglette. Bonsoir Thierry. Comme c'est beau. Bonsoir Thierry. Comment ça va Thierry? Très bien. Vous êtes en forme? Parce que là, il y a du lourd aujourd'hui. Hein. Oui, en forme, oui. Oui. Je pense. Vous faites quoi dans la vie, Thierry?
Moi, je suis responsable d'un stand de tir. Oulala. Alors attention à ce que vous dites. Planquez-vous, les amis. Je pense que personne va vouloir vous affronter au quiz. Non, non. Vous allez manquer votre cible. La tradition, vous le savez, Thierry, c'est que les vraies voix se vendent à vous pour jouer contre vous. Donc, Virginie, essayez de vous vendre en une phrase pour qu'ils vous prennent comme adversaire, ou pas. Comme adversaire au quiz de l'actualité. Au quiz de l'actualité. Oui. Donc il faut que je démontre que je suis nulle en fait. Oui. Ça c'est Philippe Bilger. Ça c'est moi, Virginie. Il a même pas besoin de j'ai démontrer. gagné hier, hein. Tout de même. J'étais pas là, c'est pour ça. Mais je l'ai dit d'ailleurs. Pour quelqu'un qui, à une époque de ma vie, a été le leader français et mondial du divertissement et donc des jeux, je pense que ce serait pas mal de me mettre à l'épreuve d'un quiz parce qu'en fait, j'en ai produit beaucoup, mais j'ai pas participé à beaucoup de quiz. C'est pas mal, Thierry. C'est bon, Françoise de Gois. Bon, mon cher ami, écoutez, on n'y va pas par 4 chemins. Chaque fois que je joue, je gagne. Donc, stand de tir ou pas, vous pouvez toujours essayer, mais sachez que depuis que je suis petite, on me surnomme Calamity Jane. C'est surtout Calamity, si vous va bien. Oui, qui s'y frotte s'y pique. À côté Rex, tout est direct. Et puis là, ce ferait un duel Pays Basque Bigorre. Oui, alors là, ça c'est pas une acceptable. bigorette. À Thierry, je lui dirais, ne me choisissez pas dans la mesure où avec Virginie, on vous aidera et on battra François. Tu sais qu'à chaque fois, ils font ça. C'est les vœux pieux, tu dis plus. J'ai gagné un nombre de fois incalculable, sauf quand François est là. Elle triche, de toute façon. Thierry, vous restez avec nous, bien entendu, pendant toute cette émission. Allez, tout de suite, on passe au réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Monsieur le procureur voulait requérir contre la politique d'aujourd'hui où la haine des hommes s'est substituée à la confrontation des idées. Oui, alors j'ai dû changer en catastrophe mon sujet parce que Philippe David n'aimait pas absolument ce que je choisis chaque non, mais c'est matin. un pire d'épave, hein, les gars. Oui, ça c'est vrai. Absolument. Et comme je le donne tôt, ensuite il a une idée, il approche chez moi. C'est Cécile qui a eu l'idée de ce sujet en plus. Ah bon, alors là je retire. Et en plus c'est vrai. Merci. Non mais plus sérieusement, je ne veux pas traiter le sujet qu'on abordera tout à l'heure sur l'Assemblée nationale, bien sûr. Mais je suis frappé de voir à quel point, aussi bien dans la liberté d'expression qu'en matière politique, depuis quelques années, j'ai vraiment l'impression que la haine des personnalités se substitue à la confrontation des idées. Comme si on était obligé de détester autrui qui ne pense pas comme vous pour avoir un dialogue avec lui. Et c'est quelque chose d'insupportable. Moi, je ne pourrais pas. C'est l'inverse. Quand j'ai commencé à parler avec quelqu'un, même s'il est aux antipodes de moi, je ne peux plus le détester profondément. J'ai connu des moments très intéressants où je détestais les pères, et puis j'ai parlé avec les fils, et à partir de là, je n'ai plus pu dire du mal des pères. Je ne donnerai pas quelques noms, Virginie. Mais, par exemple, BHL. BHL, j'ai rencontré son fils Antonin, et bien sûr, BHL n'était pas un être ordinaire ni médiocre. Alain Minck, j'ai rencontré son fils. À partir de là, je ne pouvais plus dire qu'Alain Minck se trompait tout le temps. Donc, vous devriez lui présenter votre fils, Philippe David. Et il est adorable. Grâce à son fils, je ne suis pas aussi acerbe que j'aimerais l'être. Je suis un peu. J'entends ce que vous dites, Philippe, mais je pense que l'insulte en politique et l'insulte de la personnalité, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. J'ai ce souvenir parce que j'adore Léon Blum, comme beaucoup de gens. J'ai une admiration sans borne pour Léon Blum. Léon Blum se fait traiter de juif à l'Assemblée nationale quand il gagne les élections législatives par des députés de la Fédération républicaine. Il est hors de question que nous votions pour un juif. J'ai le souvenir de Simone Veil qui se fait insulter pendant la présentation de la loi contre l'avortement. Ce sont des insultes personnelles qui la concernent elle. Il y a même des gens qui disent t'aurais dû mourir à Auschwitz. Donc je pense que Victor Hugo ramasse. Mon sentiment quand même est que je suis absolument d'accord avec vous sur la limite. Pluie neige, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a une limite évidemment dans la détestation des autres. Moi par exemple.
tout le monde dit, oui, vous haïssez Emmanuel Macron. Pas du tout. Je n'ai pas la personnalité d'Emmanuel Macron qui me fait même plutôt marrer avec son histoire peu ordinaire. Je pense que c'est un homme complètement disruptif, mais je déteste et je combats sa politique. Mais je pense que je comprends que vous voyez une, comment dirais-je, la limite est facilement franchissable, mais elle n'est pas nouvelle en réalité. Et la limite oui, mais c'est pas parce que c'est pas nouveau que c'est bien. Donc moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Philippe Bilger, c'est que à un moment donné, enfin, je l'ai expérimenté à ma petite échelle, hein, quand on est nouveau dans le monde politique, ce qui nous frappe, c'est justement cette violence, cette haine, qui fait au fond, souvent on s'engage pour des idées, pour des valeurs, pour voilà, des idéaux même, et on a finalement peu le loisir de les exprimer parce que ça va tout de suite télescoper sur du perso un peu violent et qui du coup détourne quand même de la cible. Oui. Et la difficulté, c'est que malgré tout, à la fin des fins, je pense que les Français se détournent à la fin de la politique parce qu'ils veulent pas forcément ce jeu de massacre. Ils veulent peut-être un peu plus un vrai débat d'idées, de fond, respectueux. Voilà. Et du fond, vous en trouverez pas chez nous, hein, sachez-le. Écoutez, moi, quand j'ai entendu Françoise de Gaulle aujourd'hui, j'ai pensé faire un contrôle antidopage. Ce qu'elle a dit était tellement sensé que. Oui. T'es pas lumineux, tu peux y aller. Qu'est-ce que t'as à me demander, toi? Oui, les flagornes. J'ai envie de vous dire, le ton est donné et je parle pas de moi. Allez, dans un instant, dans quelques instants, le grand débat, c'est mon lancement. On verra sur la chute d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne dans le baromètre IFOP. Le duo va-t-il survivre à la réforme des retraites? Pour l'instant, vous dites non à 76%. Et dans quelques instants, l'actu en 3 mots, ce sera avec Félix Mathieu. On vous souhaite la bienvenue et merci de votre fidélité. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est tellement content de vous retrouver. Oui, c'est totalement modeste. Le micro est en direct. Je dans un studio de Sud Radio. On va créer le paradoxe de Philippe Bilger. Il ne parle que de lui, mais il est profondément modeste. On se demande bien de qui il parle. Je suis fine qu'elle crotte au petit pied. Voilà, bienvenue dans les. Si vous connaissiez pas, c'est les vraies voix. C'est comme ça. C'est sur Sud Radio. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Françoise de Gaulle, éditorialiste Sud Radio et LCI. Et notre petite nouvelle, la petite dernière, Virginie Calmels, présidente et fondatrice de Futurae, école des métiers de demain et des industries créatives. Et créatives, nous on est très créatives. Vous restez avec nous. Dans quelques instants, on reviendra sur ce grand débat sur la chute dans les sondages d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne dans le baromètre IFOP. Le duo va-t-il survivre à la réforme des retraites? Pour l'instant, vous dites non à 76%. On vous attend au standard 0826 300 300. Tout de suite, l'actu en 3 mots de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et l'actu en 3 mots, Félix, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Durcissement, avertissement et harcèlement. La CGT appelle à durcir le mouvement contre la réforme des retraites. La 3e grande journée de mobilisation semble plutôt en baisse. Avertissement de la présidente de l'Assemblée nationale, nous ne tolérerons pas ces intimidations contre les députés. Et puis le harcèlement sexiste dont était accusé l'ex numéro 1 des Verts, Julien Bayou, dossier clos par la cellule interne du parti, mais son accusatrice Sandrine Rousseau assume son choix de la dénonciation télévisée. Les vraies voix Sud Radio. 400 000 personnes à Paris selon la CGT, mobilisation en légère baisse, mais certains se réservaient pour samedi, font valoir les opposants à la réforme des retraites. 80 000 manifestants à Toulouse selon les syndicats, 180 000 à Marseille où se trouvait Michel au micro Sud Radio de Lionel Maillet. Michel qui travaille à la Banque de France et il estime qu'il faut maintenant durcir le mouvement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a déjà moins de monde par rapport aux 2 premières et je pense que ça va être difficile dans la durée avec des manifestations seulement. C'est pas ça qui fera plier le gouvernement parce que manifestation après tout, ça gêne pas le pays et ça n'a pas grande influence malheureusement sur le débat politique. Je pense qu'il faut durcir l'action sans violence, mais il faut à mon avis notamment que la jeunesse se mette. On l'a bien vu avec le CPE en 2006. Quand la jeunesse était dans la rue, les gouvernements ont toujours reculé. Et puis alors peut-être aussi des mouvements de grève plus durs dans des secteurs sensibles. Les raffineries, oui. Toucher des secteurs vitaux qui empêchent le fonctionnement de l'État. Michel manifestant à Marseille au micro Sud Radio de Lionel Maillet, le numéro 1 de la CGT d'ailleurs, Philippe Martinez, en appelle lui aussi à durcir le mouvement par des grèves, je cite, plus dures, plus massives et plus nombreuses. Philippe Bilger, c'est ce qu'on se disait hier. Est-ce que la mobilisation sert à quelque chose? Est-ce que la grève sert encore plus à quelque chose? Je pense
pense qu'à un moment donné, s'ils veulent espérer l'emporter, ils devront passer en effet de la manifestation à la grève. Non pas que je souhaite que, comme l'a dit le leader Martinez à un certain moment, je veux ennuyer le plus possible les Français, et il a ajouté après le pouvoir tout de même. Mais si on peut... on s'arrête là, Cécile, ou on reprend le débat après? On reprendra le débat après. Oui, moi je pense déjà que c'est une énorme mobilisation quand même aujourd'hui, et puis le samedi ça va être encore plus, donc je veux bien. C'est ce qu'ils disent, ils disent que voilà. Beaucoup de gens se réservent parce qu'ils veulent pas perdre une journée salaire, et surtout samedi, on attend massivement le privé dans les rues. C'est ça, les gens qui peuvent manifester parce qu'ils sont au week-end. Rapidement, oui, bien sûr. Il y a un moment donné, même Laurent Berger, qui est un peu réticent, tombera sur le même constat. La grève, c'est bien, la manif, c'est bien, c'est important, c'est de montrer, mais surtout quand on est porté par l'opinion. Mais à un moment donné, on va rentrer dans le dur sur les grèves, c'est évident. Virginie Calmels. Oui, je vois pas très bien comment on va y échapper. Et puis qu'on a vu hier le lancement du débat à l'Assemblée, on y reviendra. C'est quand même, on se rend compte que ça va pas pouvoir se jouer que dans l'hémicycle, surtout avec la tournure des débats qui est. Ça passera pas crème, comme on dit. Oui, voilà, c'est clair. Allez, la réforme des retraites qui entamait hier son parcours sous tension à l'Assemblée nationale. Et oui, trop c'est trop pour Yaël Braun-Pivet. La présidente de l'Assemblée a poussé un coup de gueule tout à l'heure, dénonçant des pressions inacceptables contre des députés, une lettre d'insulte et de menaces adressée à la présidente de la Commission des Affaires sociales, des permanences taguées, et hier, des fausses alertes, des messages vocaux sur les téléphones de certaines députées du groupe RN pour leur faire croire que leur enfant était hospitalisé. Le but aurait été de les éloigner de l'hémicycle au moment de leur motion référendaire. Inacceptable, tout cela, a réagi Yaël Braun-Pivet. Ces agissements, ces pressions, ces intimidations sont inqualifiables. Nous ne les tolérerons pas. L'Assemblée nationale sera aux côtés, en tant qu'institution, de chaque parlementaire qui sera menacé dans l'exercice de ses fonctions. Nous avons une cellule qui est dédiée à cela. Nous ne relâcherons jamais notre vigilance. Moi, je souhaite, en tant que président de l'Assemblée nationale, que chaque parlementaire puisse être pleinement libre des prises de position qu'il prendra dans l'hémicycle tout au long des débats, et je l'espère lors du vote final. De son côté, le groupe RN annonce des dépôts de plainte après les fausses alertes reçues hier par 3 de ses membres. La présidente du groupe RN, Marine Le Pen, a demandé une protection fonctionnelle pour ses 3 collègues, c'est-à-dire une prise en charge de leurs frais de justice par l'Assemblée nationale. Quel cinéma, pardon de vous le dire, mais là, il faut vraiment Yaël Braun-Pivet, qui est la première, finalement, entre guillemets, à bordéliser, en changeant en cours de jeu les règles, notamment sur la motion référendaire, qui vient faire de la morale. Ça n'a rien à voir avec les menaces et des injures. Je voulais juste écouter quelle menace, de quoi on parle. Il y a des gens qui ont été menacés de mort à l'Assemblée nationale. Moi, je dis pas du tout que les gens qui font ça ont raison. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été menacés de mort? Vous voulez que je vous fasse le débat du Pax? Je voulais quasiment les gens viennent. Non. Soyons sérieux. On va en parler tout à l'heure. Cette espèce de cinéma qui consiste à expliquer et à vouloir éteindre, comme on n'arrive pas à diaboliser le mouvement dans la rue, on essaie de le diaboliser dans l'Assemblée. Ça suffit. On en parlera tout à l'heure. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Françoise, pour une raison simple. C'est que comme vous avez une grande expérience, et je le dis sans ironie, politique et médiatique, vous avez tendance, face aux problèmes d'aujourd'hui, systématiquement de dire ça existait avant. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans l'Assemblée est tout de même odieux. En quoi c'est grave? Ça s'appelle le débat parlementaire. Des députés du Rassemblement national ont des alertes où on leur dit que l'un de leurs proches est hospitalisé pour qu'il quitte l'Assemblée. On ne peut pas dire que c'est normal. Mais écoutez, sur les pressions des élus, moi j'ai vécu dans un gouvernement où vous aviez quelqu'un qui s'appelait Najat Vallaud-Belkacem, qui était menacé de mort tous les jours en tant que ministre, qui avait 6 motards, y compris des motards portières, c'est-à-dire que pour éviter que donc si vous voulez, ce ciné, je veux pas ce cinéma-là. Je vais vous dire, en tant que mère de famille, et j'ai eu quelques responsabilités dans ma vie, s'il y a un truc qui vous panique, c'est un coup de téléphone qui vous dit que vos enfants sont à l'hôpital. Là, la Terre s'arrête de tourner. Donc, je ne mettrai pas dans le même sac les invectives, les noms d'oiseaux, etc. J'attends de voir quels messages ont été reçus. Pardonnez-moi. Ce qu'on nous a dit, Françoise, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y avait, mais je crois que je l'ai entendu, il y a eu, ça a été diffusé, qui expliquait un de vos
proche vient d'être hospitalisé. Enfants, et quand on est, non mais quand on est, non mais François, on est mère de famille, je vous jure, on pense à ça. Et pour le coup, vous le savez, j'ai pas d'accointance avec le Front National, mais je trouve quand même que on voit qu'il y a de plus en plus de manœuvres. Vous étiez en train de dénoncer la manœuvre qui a consisté à faire un tirage au sort. Les gens s'insultent, ils se traitent de fascistes, ils se traitent de nazis. Enfin, écoutez, c'est un autre registre. C'est un autre registre. Il y a un député de la France Insoumise qui fait insulter parce qu'il est noir. Dernier sujet. C'est le boxon à l'Assemblée. Il y aura une enquête. Il y aura une enquête et on saura. Dernier sujet. On y va. Allez, on y va. Si cela se reproduit, je le referai. Sandrine Rousseau assume son choix après la fin de l'affaire Julien Bayou. L'ex-chef d'Europe Écologie Les Verts avait quitté ses fonctions après les accusations télévisées de harcèlement sexiste, accusations formulées par Sandrine Rousseau. Finalement, il y a une semaine, la cellule interne du parti a clos le dossier, mais Sandrine Rousseau ne regrette rien, comme elle l'a expliqué à nos confrères de BFM TV, interviewée là par Apolline de Malherbe ce matin. Moi, je voudrais quand même dire aux femmes qui se sont exprimées dans la presse que je regrette qu'elles n'aient pas senti les conditions remplies au sein du parti pour pouvoir s'exprimer au sein du parti. J'ai soutenu la parole d'une femme qui se sentait non entendue, non respectée dans le parti. Je le referai si ça se représente. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que Julien Bayou est innocent ? Je ne me prononcerai pas là-dessus dans la mesure où il n'y a pas eu d'enquête. Sandrine Rousseau qui qualifie aussi de cliché l'idée d'une instrumentalisation politique de cette affaire Bayou à l'époque du congrès interne d'Europe Écologie Les Verts. Franchement, non mais rare et humanum est, perseverar et diabolicum. Honnêtement. Et de quel côté ça dépend ? Non, mais moi je trouve quand même que franchement, c'est la dernière chose qu'il fallait faire, c'est ce qu'elle a fait. Honnêtement, pour en arriver à ce résultat, pour en arriver à ce résultat. Je ne savais pas de quel côté vous étiez. Non, mais ça a quand même servi ses intérêts propres. Donc on va quand même pas pouvoir dissocier son intérêt propre. Voilà. Oui, mais elle a pas gagné une incapacité de n'être pas capable après de dire j'ai commis une erreur. Je suis d'accord avec vous, Philippe. Honnêtement, c'est pas bien ça. Pas bien ce qui s'est passé. Ça serait bien que vous en preniez de là, les graines d'ailleurs. C'est jamais ça, que vous faites des erreurs. Allez, Françoise de Bois est avec nous, Virginie Calmels est avec nous, Philippe Bilger est avec nous dans un instant, le débat, et on reviendra sur cette chute d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne dans le baromètre IFOP. On en parlera avec quelqu'un de l'IFOP. Le duo va-t-il survivre à la réforme des retraites? Pour l'instant, vous dites non à 76%. Vous savez quoi? On a envie de vous entendre. Venez nous dire, bah oui, ils vont survivre ou non, ils vont pas survivre justement à cette bourrasque. Restez avec nous, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous appeler au 0826 300 300. Vous avez envie de débattre. Ils sont chauds comme des bars à café aujourd'hui. Virginie Calmels est avec nous, Françoise de Gaulle est avec nous. Elle est en train de mal tourner. Je vous signale, tous les gens qui connaissent Virginie Calmels tournent mal. Je vois déjà un certain relâchement dans l'attitude. J'entends les gens dire Calmels, c'est plus ce que c'était. Philippe Bilger est avec vous. Bonne humeur. Bah ouais, c'est ça, vous le savez, avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h et nos éditorialistes du jour jusqu'à 19h. Parlons vrai, 0826 300 300, tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action. Ce qui me met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre. Je veux qu'ensemble, nous redonnions un sens et une vertu au mot compromis. Au fond, nous devons passer cette tempête. Il y aura certainement des hausses du prix de l'électricité et du gaz. On devra décaler l'âge légal de départ de 4 mois par an. Un désaccord salarial ne justifie pas de bloquer le pays. Si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. On ne peut pas fonctionner à coup d'interdiction. Et je vous le dis, ça ne mènera à rien. Chute Emmanuel Macron et Elisabeth Borne dans ce baromètre IFOP. Le duo va-t-il survivre à la réforme des retraites? C'est une étude réalisée pour Fiducial, Paris Match et Sud Radio. 66% des Français n'approuvent pas l'action d'Emmanuel Macron et 69% celle d'Elisabeth Borne, en hausse de 2 et 4 points. Ces chiffres sont assez révélateurs, Philippe, de l'impopularité croissante du gouvernement. Oui, Cécile, une impopularité qui s'accroît par rapport au dernier baromètre IFOP Fiducial pour Sud Radio et Paris Match. Mais est-ce uniquement à cause de la réforme des retraites? Et cette réforme des retraites qui met des millions de personnes dans la rue et à répétition, va-t-elle disloquer le duo de l'exécutif? Vous pensez que oui?
Vous pensez que non? On vous attend au 0826 300 300 pour débattre avec les vraies voix. En tout cas, sur notre compte Twitter, vous dites que non, il ne subsistera pas à 76%. Et un de nos auditeurs nous dit, en gros, destitution. Comme ça, au moins, c'est réglé. On va en parler avec oui, notre invité Louise Justion est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de cette étude à l'IFOP, comme vous le savez, un petit tour avec nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger. Est-ce que le duo tangue? Forcément, un peu. Moi, je ne crois pas. Mais encore une fois, que nos auditeurs ne croient pas que j'ai la vérité scientifique. Je me trompe aussi souvent en politique que Philippe David dans les pronostics sportifs. C'est vous dire. Il faut finir toujours par c'est vous dire. Je crois qu'on pouvait rajouter que celle qui a gagné tous les pronostics sportifs, c'est la débile de Françoise de Gaulle. Supposons on n'y connaît rien en foot. Toujours ramener ça à elle. Plus sérieusement, je laisse de côté le côté psychologique, le facteur psychologique. Il n'est pas exclu que de la même manière qu'Emmanuel Macron n'a plus supporté Édouard Philippe, à un moment donné, il ne supporte plus Elisabeth Borne. Premier point. Le deuxième, c'est que bien sûr, dans cette hostilité à l'égard du projet des retraites, il y a, et c'est le cumul qui est dévastateur, une hostilité très forte à l'encontre d'Emmanuel Macron. Dernier élément, et j'ai terminé, Cécile Philippe, c'est le fait que je ne crois pas que si le projet de retraite passe dans les conditions aussi discutables que ce soit, je ne crois pas que ce couple tanguera au point de se séparer. Et bien sûr, Emmanuel Macron ira jusqu'en 2027. Ouais, Françoise de Gaulle. Il ne faut pas confondre les souhaits de nos auditeurs et la réalité politique. En fait, est-ce que vous souhaitez vraiment que ce couple se disloque? Oui, à 70%. Moi, je partage un peu ce que dit Philippe, mais avec, comment dirais-je, beaucoup plus de sévérité. Je crois vraiment que, bien sûr, qu'Emmanuel Macron ira au bout de son mandat. La destitution, ça n'est même pas envisageable. Après, vous savez, les réformes de retraite qui se passent mal entraînent toujours les présidents par le fond. Et quand un président est entraîné par le fond, il coupe la pierre et le boulet pour pouvoir remonter. Et moi, je pense vraiment que si ça se passe aussi mal que c'est engagé et que c'est enclenché, même si ça se termine au 49-3 ou 47-1, ça dépendra qui aura intérêt. Le 47-1, tout le monde dit finalement le texte ne sera pas voté. Je vous rappelle qu'on s'en fout que le texte soit pas voté. Ce qui est important, c'est d'arriver à l'article 7, les 64 ans. Et là, quelle que soit la façon dont ça va passer, je pense qu'à un moment donné, Emmanuel Macron lâchera Elisabeth Borne. Écoutez, moi je partage ce qui vient d'être dit. D'abord, pas de destitution pour Macron. En revanche, ce qui me choque dans tout ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est loin de ce pourquoi il me semble que Emmanuel Macron devrait se battre. C'est une vision. Et tant qu'il n'y a pas de vision politique de ce qu'on veut faire de notre pays, et derrière les conséquences d'une vision, la réforme des retraites n'étant qu'une incidente, qui étant normalement qu'une pierre dans un édifice, dans un projet politique d'envergure, avec non seulement une vision, mais derrière une exécution, les Français ils sont pas idiots, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils disent mais pourquoi on fait cette réforme des retraites? Et au fond, personne n'a réellement, de mon point de vue, au gouvernement, expliqué le pourquoi cette réforme. Donc elle peut pas bien se passer. Si jamais elle passe, ce sera tellement au forceps que de toute façon, à mon avis, il n'aura pas d'autre choix que de donner un autre souffle à son quinquennat, sinon il est mort, et de probablement changer d'équipe. Parce que je ne vois pas quelle sera la légitimité après de Elisabeth Borne, alors qu'on a besoin de revenir presque, je dirais, à la campagne originelle. C'est-à-dire, on a besoin d'avoir un discours politique avec une vision et un projet, et de remettre tout ça à plat pour se donner des perspectives d'avenir. Louise Jussion, vous êtes chargée d'études à l'IFOP. 66% n'approuvent pas Emmanuel Macron, 69% Elisabeth Borne. Emmanuel Macron a été réélu il y a 10 mois. Est-ce que c'est pas inquiétant alors qu'il reste 4 années de mandat? En matière de légitimité surtout? Oui, aussi en matière de légitimité, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est vrai que ces résultats s'avèrent assez inquiétants pour le duo de l'exécutif, aussi bien pour Emmanuel Macron que pour Elisabeth Borne, parce que
que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ce taux de 66 et de 67%, il atteint en fait un seuil symbolique pour Emmanuel Macron. C'est la première fois que son taux d'approbation de son action est aussi bas depuis la veille du premier confinement de mars 2020. Donc c'était quand même un moment particulier pour le pays, on en convient tous. Et donc voir qu'aujourd'hui il est aussi peu populaire, ou demain que son action est aussi peu populaire qu'à ce moment-là, c'est très symbolique et c'est très symptomatique qu'il se passe quelque chose, et on peut attribuer ce quelque chose à la réforme des retraites. Pour Elisabeth Borne, on est un petit peu sur la même dynamique. C'est la première fois que son action est aussi peu approuvée par les Français depuis sa prise de fonction. Donc on voit que la réforme des retraites semble du moins avoir, si ce n'est enclenché, du moins accentué une dynamique descendante pour l'exécutif. Ça va être compliqué, hein, Philippe Bilger. Hein, allez-y. Je voudrais vous demander, Louise Juffian, sous votre contrôle et votre savoir, est-ce qu'au fond, il est déjà arrivé dans des parcours présidentiels et de Premier ministre des baisses considérables liées à des événements certes importants mais conjoncturels, et que ça n'excluait pas les remontées après? Est-ce que vous ne croyez pas que ça peut se produire? Oui, c'est vrai que cette baisse, elle, comme vous le dites très justement, elle revêt une certaine, elle est conjoncturelle du fait de la réforme et du fait aussi de d'autres choses, très certainement. C'est pas parce que là on est dans une dynamique baissière que cette dynamique baissière ne peut pas remonter. En effet, ça peut arriver que ça remonte. Il y a déjà eu des duos exécutifs qui ont connu des baisses. Ça a été le cas, il me semble, de mémoire lors de la réforme des 80 km/h. Il y a eu une baisse chez Édouard Philippe, et ça ne l'a pas empêché de remonter après. Donc en effet, cette baisse, elle n'est pas définitive et c'est pas rédhibitoire, entre guillemets, si on veut. François Dubois. Oui, il y a une réalité quand même. C'est la spécialité d'Emmanuel Macron, c'est que c'est quelqu'un qui fait le yo-yo, et c'est le seul président de la République, je crois, qui est capable de chuter aussi haut et de remonter aussi fort, parce qu'à chaque fois il y a des événements qui viennent le sauver. Là, moi, je rejoins ce que dit Virginie. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, déjà, le second mandat est toujours difficile pour les présidents. C'est très dur de se réinventer, parce que le second mandat, on a envie de laisser sa trace dans l'histoire, que finalement les affaires domestiques, eh bien, vous les regardez de loin. On lui reprochait déjà le premier mandat de ne pas avoir de ligne non plus. Hein. Oui, mais il était quand même plus sur la politique intérieure que maintenant. Maintenant, la seule chose qui l'obsède, évidemment, c'est l'Ukraine. Donc la réalité, c'est que déjà, c'est difficile de trouver un souffle pour le second mandat. Chirac et Mitterrand ont tous buté sur la même chose. Mais la réalité aussi, c'est qu'il n'y a plus vraiment de levier dans l'opinion pour le faire remonter. On connaît la musique d'Emmanuel Macron. Les Français connaissent Emmanuel Macron. Ils savent, ils connaissent, ils savent qui est ce président. Ils l'ont élu parce qu'ils voulaient pas de Marine Le Pen. Ça, c'est 48% des électeurs d'Emmanuel Macron au second tour. En tout cas, c'est vraiment une majorité parce qu'ils voulaient barrer Marine Le Pen. La réalité, si vous voulez, c'est que ça va être très difficile pour lui. Je pense qu'il y a une usure évidente de ce personnage, de son lien avec les Français. Je ne vois pas où sont les ressorts pour remonter. Louise Juffian. Oui, en effet, vous le dites très justement, Emmanuel Macron a du mal à se réinventer, à trouver un second souffle dans ce deuxième mandat. Là où il est sauvé, c'est sur la politique extérieure. En effet, dans ses traits d'image, d'ailleurs, sa capacité à représenter la France à l'extérieur est quelque chose qui est souligné par les Français. Quand les Français regrettent sont un peu plus sur la réserve concernant sa capacité à réformer le pays. Mais est-ce qu'il y avait une adhésion à la nomination d'Elisabeth Borne à la base? Je me souviens, vous me dites si je me trompe, quand dans le cas d'Édouard Philippe, il n'y avait pas eu de rejet, et là j'ai l'impression qu'il y avait déjà à la base un rejet d'Elisabeth Borne. Alors, au-delà d'une forme de rejet, du moins, il y a eu des réserves de la part de l'opinion à l'égard d'Elisabeth Borne, parce que c'était d'abord un personnage méconnu. Bon, vous me direz qu'Édouard Philippe ne l'était pas aussi, et qu'Elisabeth Borne était ministre lors du précédent mandat, mais elle a eu du mal, et elle a encore du mal, des fois, à imprimer un petit peu dans l'opinion. Et donc, il y a toujours cette réserve, en effet. Philippe Bilger. Non, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Françoise. Est-ce que le paradoxe, ça n'est pas que on évoque François Mitterrand et Jacques Chirac, de mon point de vue, je ne veux blesser personne, leur second mandat s'est bien déroulé parce qu'ils avaient compris que la politique
d'un second mandat doit être faite d'abstention et d'une forme d'impuissance. Le grand drame d'Emmanuel Macron, c'est que lui, il a le désir d'action chevillé au corps. Et je crois que c'est pour ça qu'il affronte des crises. Mais il a le désir d'action, mais il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc ça, malgré tout, on a l'air de faire comme si finalement tout pouvait continuer. C'est quand même un événement majeur. Et là, LR a fait un choix. Ils n'ont pas voulu faire un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron. Et du coup, on est dans ce qu'il y a de pire en politique, c'est-à-dire un peu pour l'un, un peu pour l'autre. Et en fait, il n'y a plus de cap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus où va ce deuxième quinquennat. Alors, le premier quinquennat, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord, mais il y avait un semblant quand même de vision. Là, aujourd'hui, on n'en a plus, puisqu'il essaye de faire une majorité de bric et de broc avec LR en soutien pour les retraites, mais demain, il va passer autre chose en donnant un peu des gages à la gauche ou à quelqu'un d'autre. Et à la fin, la politique, pour moi, c'est pas justement du saupoudrage, c'est un tout. Pourquoi à droite, moi je viens de la droite, donc pourquoi à un moment on a défendu la retraite à 65 ans, c'est pas parce que la retraite à 65 ans est l'alpha et l'oméga, c'est aussi, il y a un objectif. Est-ce que c'est pour faire des économies? Est-ce que du coup c'est pour baisser les impôts qui pèsent sur les ménages ou sur les sociétés? C'est qu'est-ce que vous faites de la manne financière que vous créez par une réforme des retraites? Là où on a un problème, c'est que non seulement il n'a pas de majorité, mais il passe après le Covid où ils ont fait 3 000 milliards de dettes. Oui, bon, donc ça, on ne va pas lui reprocher. On était tous d'accord pour l'aide aux entreprises. Oui, non, mais Virginie, c'est un problème de calendrier. Mais ça change tout dans l'appréciation des gens. Cette réforme des retraites aurait été faite pendant le premier quinquennat. Je dis pas que ça passait crème, mais ça passait beaucoup plus facilement. D'abord parce qu'il y aurait eu une perspective, il y aurait eu, je pense, d'autres explications. Et là, moi, ce qui me choque un peu, c'est que le gouvernement, sa seule explication, c'est quand même, ah oui, mais il faut sauver le régime par répartition. Mais ça ne suffit pas parce que les jeunes, eux, ils ont compris que le régime par répartition, de par la démographie, ne va pas leur bénéficier. Donc en fait, c'est une carotte qui n'emporte pas l'adhésion de tous, et notamment des plus jeunes. Donc c'est pas suffisant. L'autre sujet, ça pourrait être, il faut améliorer la dépense publique. C'est pas suffisant non plus parce qu'ils ont fait 3 000 milliards de dettes. Donc les gens se disent, mais non, l'argent il y en a. Virginie, donc, en fait, Virginie, stop. Virginie, moi je suis pas d'accord avec vous. Je fais partie des gens qui bastonnent sur le gouvernement et sur Emmanuel Macron depuis des années sans coup férir sur la justice. Il faut rendre justice à la France et au gouvernement d'Emmanuel Macron. On peut pas lui reprocher ce qui a été fait pour aider. Vous savez, mais on s'en fiche que ça change la perspective. On peut pas reprocher à ce gouvernement. La France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne qui ont pratiqué vraiment cette politique d'accompagnement. Je regardais les derniers chiffres. Ces 4 pays ont sauvé 65 millions d'emplois grâce à l'engagement de l'État. Donc moi, vous n'allez pas me faire reprocher à Emmanuel Macron d'avoir libéré à Édouard Philippe autant d'argent pour soutenir le pays. Mais que les gens aujourd'hui sont dans la rue en disant vous voyez ça bien que le déficit des retraites est mineur. Et je suis pas d'accord non plus. Oui, ça c'est sûr. Je suis pas d'accord non plus avec Philippe Bilger pour dire que Chirac est... Non, vous vous trompez, pardonnez-moi, vous vous trompez sur le second quinquennat. Le second quinquennat de François Mitterrand est marqué par l'international, une action incroyable, il va à Sarajevo, etc. Le second septennat de Mitterrand et le second septennat de Chirac sont marqués aussi par l'action internationale. Je vous le dis, c'est la malédiction présidentielle de la 5e. Le deuxième mandat, la seule obsession, c'est de marquer sa place dans l'histoire. Voilà. Et il la marquera pas parce que quand on n'a pas de majorité à l'Assemblée, c'est compliqué de faire une réforme quand on avait une majorité, on n'a pas fait. François Mitterrand, il faut quand même pas oublier que la réforme des retraites, elle a capoté pour des mauvaises raisons lors du premier quinquennat. Donc malgré tout, c'est quand même 49-3. Et je rappelle que, encore une fois, François Mitterrand n'avait pas de majorité en 88 à la fin. Oui, mais lui, il était ravi. Allez, merci les amis. Merci beaucoup. Et il savait faire. Top. Merci beaucoup Louise Justion d'avoir été avec nous, chargée d'études à l'IFOP. Si vous voulez marquer l'histoire du quiz de l'actu, c'est dans un instant. Voilà, 0826 300 300. On attend bien entendu notre troisième voix. Vous savez, tout à l'heure Thierry qui sera avec nous, qui jouera contre ou Philippe Bilger, ou contre Françoise Degois, ou contre Virginie Calmels, ou contre les trois. On verra si on change les règles. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue dans Les Vraies Voix, merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, comme ça vous nous verrez en vrai. Vous verrez que nous ne sommes pas totalement habillés pour ces émissions. J'essaye d'attirer le chaland, Philippe Bilger. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Heureusement, il y a 3 femmes. Oui, c'est pour ça que je le dis. Philippe et moi, si on le faisait, Philippe Bilger, moi qui ai vu vos pectoraux et vos abdominaux. C'est vrai que s'il y avait que des... mentir, ça suffit chez les politiques. Non, c'est vrai. S'il y avait que des gros bites poilus, c'est sûr que ça ferait moins de... Bon, voilà. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Et tout de suite, le temple de la mauvaise foi, bien entendu. Pareil pour vous. Le quiz de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le quiz de l'actu avec notre voix auditeur, Thierry, qui nous appelle d'Anglet. Thierry, vous êtes toujours là? Je suis toujours là. Je rappelle que Thierry est propriétaire d'un stand de tir. Voilà, je le dis au cas où. Je suis pas responsable, je suis pas propriétaire, je suis le responsable. Mais ça va venir. Avec ce que vous allez gagner à Sud Radio, là, dans un instant, vous allez voir que vous pourrez le racheter. Non, je plaisante. Vous décidez de jouer contre Philippe Bilger, contre Virginie Calmels? Contre Philippe, je préfère rester avec la gente féminine qui va me défendre. Avec les gars. On venait alors là, Thierry. Bon, Thierry, vous avez gagné. On n'a pas de Philippe Bilger. Mais on ne sait pas, je vais me battre. C'est un peu les combats désespérés sont les plus beaux, comme disait quelqu'un qui ne connaissait que la réussite. C'est un peu le Charlie et ses drôles de dames. Alors, bougez pas. Vas-y Thierry. Alors, vous êtes prêt, Philippe Bilger? Oui, à peu près. Allez, on commence tout de suite par une question Kikadi. Question Kikadi. Kikadi de Sandrine Rousseau. Il y a une dénonciation permanente avec le cri et la fureur, mais pas de proposition. Gérald Darmanin. Non. Qui a dit ça? Pas le maire non plus. C'est une femme. C'est Aurore Berger? Non. Non plus. Ça, il y a une grande pivet? Non. Marine Le Pen? Non. Non. Alors, la troisième qui parle tout le temps. Schiappa. Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, exactement. Je me suis rappelé Schiappa. Voilà. C'est très étrange la mémoire. Attention. Thierry, rien n'est perdu, 2-0. Rien n'est perdu. Oui, mais t'as vu comment il a été aidé? T'as vu, non, mais c'est indigne. Mais déjà, je vais éviter la route bicyclette. M'aider. Allez, vas-y, on y va. Seconde question, Kikadi. Kikadi, les intimidations, ce n'est pas la démocratie. Ah bah c'est Marine Le Pen. Non. Gaël Braun-Pivet. Non. C'est pas Marine Le Pen. Non. Gérald Darmanin. Non. Vous allez me sortir les mêmes. Bruno Le Maire. Non. Quelqu'un a des nouvelles de Virginie Calmels? Je préfère pas dire quand je n'ai pas moi. Ce n'est pas la démocratie. Jean-Luc Mélenchon. Non. Ah non. Gérald Darmanin. C'est une femme. C'est une femme. Une femme. Allez, Thierry. Aurore Berger. Non. Gaël Le Privé. Allez. Marlène Schiappa. Elisabeth Borne. C'est bon, 2-0. Quand même. On les a tous passés en revue. Voilà. De partout, Thierry. Ils ont donné toute l'Assemblée nationale, tout le Sénat et tout le gouvernement. Il faut qu'on crame Philippe Bilger. Allez, c'est une question nom d'oiseau. Écoutez bien, Thierry. Quel mot a utilisé le député modem des Yvelines, Bruno Millienne, pour qualifier les députés de la NUPES? Débraillé. Non. Dépenaillé. Non. Voyou. Non. Racaille. Non. Non, mais tout ça, c'est vrai. Hirsute. Qu'est-ce que vous avez dit, Thierry? Thierry, vous avez dit quoi? Non. Allez, trois possibilités. 1, les baltringues. 2, les gens foutres. 3, les branquignoles. Les 3. Les Deux. Il a dit 2. Thierry a dit 2 dans le casque. Non, c'est Thierry. C'est moi. Thierry a dit 2 dans le casque. Il a dit 2. Si. Thierry, vous avez dit les gens foutres et vous avez bien raison, c'est exactement ça. On en est où? À combien là? 4-2. À 4-2. 3-2 parce qu'il y a eu une proposition. Nouvelle question, Kikadi. Kikadi, comme je remonte le cortège, c'est la France du travail, pas celle de la paresse. Laurent Berger. Bonne réponse de Françoise de Gaulle. C'est bon, on est en train de le tenir, Thierry, c'est bon. On le tient. On le tient par les épaules. Thierry, vous allez gagner. Question sale gosse. Qu'a fait une adolescente de 15 ans à ses parents qui lui avaient confisqué son téléphone? Elle a fait des courses avec, hein? Non. La carte bleue? Non. Elle a massacré son salon. Elle a tué quelqu'un. Trois possibilités. 3 possibilités, je vous aide. Elle a appelé les services sociaux. 2, elle les a gazés. 3, elle les a enfermés dans leur salle de bain pendant 2 jours. 2. Elle les a
De toute façon, t'as perdu. C'est très clair. Non, mais là, t'as perdu. Elle a gazé. Elle a gazé. Non, t'as pas gagné. Écoutez. Elle a gazé ses parents avec une bombe à poivre. Quelle histoire. On a gagné, de toute façon, 5-4. Une dernière question. Ah non. Encore. Dis donc. Question sortie. Il reste 5 secondes. Allez-y. Quel auteur très emblématique sort son nouveau roman aujourd'hui, Victory City? Eh ben, Guillaume Musso. Victory City. Salman Rushdie. Salman Rushdie. Ah, il l'a dit. On l'a dit en même temps. Salman Rushdie. Salman Rushdie. Qui a gagné? C'est nous. Eh ben, c'est Thierry. C'est Thierry. Thierry. Et là, Thierry. On est à 4-2-6. Non mais Philippe, vous avez bien compris que si c'est Thierry qui a gagné, c'est vous qui avez perdu. Vous avez compris quand même. Thierry, merci. Les grands esprits se sont retrouvés. Salman Rushdie. Vous avez bien fait, mon cher Thierry, de jouer contre Philippe Bilger. Bravo, vous avez gagné. Mais vous restez avec nous, Thierry. Vous restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix auditeur. Vous réagissez dès que vous voulez. Bien sûr, dans quelques instants, le coup de gueule sur la désindustrialisation de l'Europe en général et de la France en particulier. Moi, quand il y a plus de 3 syllabes, je suis perdu. Allez, restez avec nous, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et elles sont là, les vraies voix. Merci de votre fidélité. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça, c'est l'effet Philippe Bilger, bien entendu, qui est avec nous. C'est l'effet Françoise Degois. C'est l'effet Virginie Calmels. Tout seul. Non. Je suis pas venteux du tout. Est-ce que quelqu'un a vu que je n'avais pas cité Philippe David? Petit chat. Mais on l'aime, Philippe David. On aime Philippe David quand il reste chez lui. Il n'y a pas besoin de l'amour des autres. Lui, ça doit. De toute façon, il se surkiffe. C'est le gars, il se surkiffe. Je me kiffe, je m'aime. C'est une grande force et chaque jour, dans la vie. Un peu moins qu'hier et un peu plus que demain. Et ce que vous dites, François, ça tombe bien parce que c'est son moment. C'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Je voudrais travailler encore. Bah, ça serait bien de s'y mettre. Magnifique chanson de Bernard Lavilliers qui part d'une usine sidérurgique où il travaille et qui ferme. Alors, je vais citer les chiffres difficiles à contredire puisque ce sont ceux de la Banque mondiale. Entre 2000 et 2021, la part de l'industrie manufacturière est passée de 18 à 15 points du PIB dans l'ensemble de l'Union européenne. Tous les pays baissent, sauf la Pologne, qui est passée de 16 à 17%. Même un pays comme la Roumanie, où pourtant les coûts de salariaux sont très bas, est passé de 20 à 16%. Alors la palme de l'échec, nous avons une médaille d'or, nous la France. On est passé de 14% à 9%. On est désormais lanterne rouge à égalité avec la Grèce. La Grèce, un pays bien connu pour son excellente santé économique et sa gestion particulièrement rigoureuse de la dépense publique. Alors la faute avant tout à la politique de libre-échange à tout crin voulue par la Commission européenne. Et je tiens à le dire, avec les voitures chinoises qui arrivent à 10% de droits de douane, quand les voitures européennes qui arrivent en Chine sont taxées au triple, on peut se préparer encore à descendre notre volume d'industrie manufacturière dans le PIB. Et avec l'euro surévalué pour l'économie française, la réindustrialisation, c'est pas pour demain. Mon mot de la fin, reste plus qu'à espérer de ne pas trop ressembler à la Grèce pour ne pas finir en faillite comme elle. Oui, comme ça. Ouais. Excellent. Bah voilà, c'est réglé. J'ai l'impression d'avoir compris. Ce n'est pas que la faute de l'Union européenne, c'est aussi la faute de nos politiques français. On a quand même au sein de l'Union européenne le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé. On a quand même le coût du travail le plus élevé. Ça aussi. Alors le coût du travail le plus élevé, c'est pas vrai. Oui, bah, il y a plus cher que nous en Suède, il y a plus cher que nous. Ça dépend comment on calcule. Mais quand on regarde bien derrière les enjeux et les conséquences, bah ça a conduit à la désindustrialisation, faute, j'y reviens, de vision politique. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi vouloir être et avoir une vision en disant, voilà, il y a des secteurs dans lesquels, regardez notre agriculture. On était quand même, la France était quand même un des fleurons agricoles mondiaux. En plus, on est exportateur. Maintenant, on est limite. On y était. Pourquoi? Parce que faute de vision, au lieu de cajoler tous les jours notre monde agricole, eh ben on l'a détruit. Donc on a une grosse responsabilité et là-dessus, je n'incriminerai pas que
que l'Union européenne. C'est pas simplement ça, mais je n'incrimine pas que l'Union européenne. On voit par exemple l'Italie qui est bien largement devant nous, le tissu industriel italien, parce que c'est un tissu familial. Il y a aussi une avidité des patrons français. Il y a aussi de grandes boîtes qui pourraient rester familiales, mais dont les héritiers vendent les actions parce que du coup, quand vous vendez, vous avez une obligation de faire du 14, du 15% de rendement pour les dividendes. Et donc du coup, les industries se déplacent pour payer moins cher. Il y a une responsabilité du patronat français. Ça n'est pas que la conjoncture. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais ça, c'est une réalité absolue. Et il y a un individualisme. Je vois comment dans l'agroalimentaire, les Espagnols, les Chiliens sur le vin, par exemple, les Italiens chassent ensemble, c'est-à-dire que les grandes boîtes prennent les petites sous leurs ailes pour chasser les marchés ensemble. En France, demandez donc à une grande boîte de l'agroalimentaire d'aider une petite ou une moyenne, eh bien ça n'existe pas. Alors François, il y a beaucoup de marchés publics qui refusent les boîtes françaises. Je vous dis quand même, c'est important de le dire. Je suis pas d'accord sur tout, mais sur la financiarisation, je vous rejoins. Moi, j'ai travaillé dans une grande société qui est leader mondial qui s'appelle Endemol avec Goldman Sachs comme actionnaire. Oui. Je sais ce que c'est que la financiarisation poussée à l'extrême et avec des enjeux négatifs. Absolument. En revanche, nous avons un patronat français, nous avons des très belles entreprises familiales. Ça fait 3 minutes, c'est bon. Allez, t'inquiète pas. Vous avez votre temps avec Françoise. Non, mais tu vas faire des réponses plus courtes. On se calme, on se détend, tout va bien. Vous avez compris la méthode, Virginie. Ça clique. Politique. Attention, ça clique sur les réseaux sociaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est le retour de Félix Mathieu. Il est devenu champion du monde, pas Félix, cet après-midi. Le nom d'Alexis Pinturo figure dans le top Tendos sur Twitter. Eh oui, on peut le crier haut et fort. Alexis Pinturo est champion du monde du combiné alpin. C'est ce que tweet l'équipe de France en repartageant pour le plaisir la performance. Voilà, ça va mieux pour Alexis. Banane qui tombe vers la fin. Ça tourne jusqu'à la ligne, mais il est en bas, Alexis. Il est en bas de cette manche de slalom. Il a fait le job. Une 53-31 sur l'ensemble de la manche de Super G et de slalom. Avec les commentaires de France Télévisions, évidemment. Le natif de Moutier, Alexis Pinturo, a donc remporté ce combiné aux mondiaux de ski alpin à Courchevel tout à l'heure, peu avant 15h. Première course masculine de la compétition dans la station. Il a en partie grandi. D'ailleurs, Pinturo obtient sa 6e médaille individuelle planétaire, sa 2e en or dans cette discipline après celle glanée en 2019, de quoi lancer idéalement la quinzaine mondiale de l'équipe de France. Une petite étincelle magique dans ce genre de mobilisation. Ouais, c'est bien. Il n'était pas bien ces derniers mois. Il n'était pas bien ces derniers mois. C'est génial. Moi, j'ai grand champion. Cocorico. Allez, sans surprise. Sans surprise, des hashtags comme réforme des retraites, par exemple, fleurissent de nouveau aujourd'hui. Oui, on vous en parle tout au long de cette émission, de cette 3e grande journée de mobilisation en marge de laquelle une scène assez amusante s'est déroulée tout à l'heure chez nos confrères de BFM TV. Une nouvelle Mélenchonnerie en quelque sorte. Le leader de la France Insoumise était en direct, mais visiblement, il était un peu gêné par la musique. Manu Chao dans la sono. On peut le dire de toute lutte à ce moment-là. Attendez, on reprend. C'est un bras de fer, c'est pas la peine de tourner autour des mots. Et c'est un bras de fer dont on a eu la première séquence de mobilisation qui a vraiment créé une situation nouvelle. Et maintenant, cette semaine, on est dans un temps de... Attendez, on va trouver un moyen, parce que s'il met de plus en plus fort. Voilà. Vous leur dites de baisser un peu, je jure, Mélenchon qui plante la chaîne de télé en direct pour les parlementaires avec les militants responsables de la sono. Il est nature. Il avait raison. Il est nature, il a raison. Qu'est-ce que vous avez les journalistes qui se retrouvent à meubler en commentant la situation incongrue. Alors, une fois le volume baissé, Jean-Luc Mélenchon est revenu. Il a repris l'interview, évidemment. Il est naturel. On va pouvoir l'écouter. Nous sommes en direct. C'est clair qu'on est entré dans un moment de grande tension. La réforme des retraites. En tout cas, il en était aussi question à l'Assemblée nationale. Figurez-vous, avec il y a quelques minutes, un député socialiste, Inaki Eshaniz, qui s'est illustré lors d'une question à Olivier Dussopt. Il lui a posé mot pour mot une question de ce même Olivier Dussopt. Olivier Dussopt avait posé cette question en 2010 quand il était jeune député socialiste, lui-même opposé à la réforme des retraites d'Éric Woerth. Le Olivier Dussopt de 2023 s'est donc retrouvé à devoir répondre au Olivier Dussopt de 2010 sans s'en apercevoir, semble-t-il. Excellent. Ça, c'est marrant. C'est marrant. C'est la politique surtout. Vous restez
restez avec nous, on revient dans quelques instants. Le tour de la table de l'actu des vraies voix, parce qu'il y a l'actualité, et puis il y a l'actualité des vraies voix, des sujets qu'ils ont envie d'évoquer. Vous pouvez les commenter, bien entendu, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300, c'est les vraies voix jusqu'à 19h, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Tous les jours, je vous dis bienvenue sur Sud Radio. Tous les jours, je vous dis bienvenue dans les vraies voix. Et tous les jours, je vous dis j'aimerais tellement que vous assistiez au off. Ça me fait tellement plaisir. Vous verriez quelles vraies personnalités sont ces gens. Philippe Bilger, Françoise de Gois, Virginie Calmel, ce sont pas les mêmes. Je trouve que Françoise de Gois, elle a un petit côté Plastique Bertrand, mais en version débat. Qu'est-ce que t'es désagréable. Mais j'adore Plastique Bertrand. Et puis alors là, le rapport. Mais non, parce qu'elle est toujours hyper dynamique. Bam, je débat. Vous voyez, c'est un peu Françoise de Gois. En revanche, moi, je remarque qu'elle est habillée depuis quelques semaines en Bruno Le Maire. C'est très froid. Alors ça, je vous fais la pub. Vous pouvez pas l'acheter, c'est Brunet Lagorce. Vous êtes, Françoise, vous êtes habillée en Bruno Le Maire. Eh ben, Brunette Le Maire. Voilà, c'est ça. Brunette, c'est moi. Prochaine fois, venez en Montebourg avec une marinière. Parce que mon pull, c'est pas un Bruno, c'est une Brunella Gordy. Voilà, c'est ça. Comme cette conversation est totalement inintéressante, nous allons passer autour de l'actu avec des vrais sujets intéressants. C'est quand même l'art de faire du vent. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table De l'actualité. Et le mot intelligence est tombé et on démarre par Philippe Bilger. C'est bizarre. Comme par hasard. Ça aurait été à moi, en fait. Non, je voulais parler de ce jeune garçon de 13 ans qui a permis l'interpellation d'un homme à Senoing. Oui, on se plaint souvent de l'indifférence des jeunes à l'égard d'agressions dont ils sont les témoins. Et j'ai pu lire ce matin qu'à Sénon, un homme de 49 ans, si je me souviens bien, a... condamné à 11 fois. Absolument. Condamné 11 fois, a cherché à violer une jeune fille de 13 ans en pleine rue. Bien sûr, c'est une mode terrifiante qui s'amplifie. Et c'est un jeune garçon de 13 ans lui-même qui est intervenu pour l'empêcher d'aller au bout et qui a permis, en l'encerclant lui-même, de le faire interpeller. Ça me fait plaisir, pour une fois, de rendre hommage à un petit jeune homme, absolument. Alors que, par ailleurs, je raffole un peu trop des épisodes dramatiques. Voilà, c'est ça, avec du courage. Courage, c'est très beau. Ça veut dire que tout n'est pas perdu. Moi, j'aime qu'on raconte ce genre d'histoire, parce que pour 10 histoires qu'on raconte absolument plus dramatiques les unes que les autres, il y a des héros du quotidien, il y a des héros extraordinaires, bravo. C'est très courageux de ce petit garçon. Calmels, bravo à ce jeune garçon. Bah, bien sûr, et puis moi je crois à l'exemple, donc je pense qu'il faut qu'on en parle, et bravo Philippe Bilger de parler de cet événement, parce que justement, il faut que dans les cours d'école, on ait plus envie d'être le héros du jour que le caïd, et donc je trouve que c'est l'exemplarité, c'est quelque chose auquel je crois. C'est mon fils. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est le droit de le dire. Bien sûr. Vous avez un côté superwoman, de toute façon Catwoman qui... Oui, bah bien sûr. Françoise, pendant que vous la ramenez, on va parler ce soir de la fermeture des classes en zone rurale et en montagne. Et ça, c'est proprement scandaleux. Ah oui, moi je voudrais revenir sur 2 petits villages qui vous diront rien. Moi je les connais, c'est les villages de mon enfance. Saint-Savin et Arcis-en-Savant sont des villages dans la vallée du Lavedan, à côté de Lourdes, à Argelès-Gazost. Et ces 2 classes, ce sont des classes mixtes, vous savez, dans les zones rurales. C'est classe CE1, CE2, CM1 et classe maternelle, CP, CE1. Eh bien, ces 2 classes qui fonctionnent depuis des années très bien ensemble. Vous savez, c'est des villages de 400, 500 habitants, assez compliqué pour y accéder, même si les routes sont très belles quand même dans les Hautes-Pyrénées, mais quand même c'est du temps. Eh bien, ces classes vont fermer parce qu'il y a une décision verticale, unilatérale de l'inspection académique de fermer 5 postes, de supprimer 5 postes. On est dans les coupes budgétaires et on supprime donc 5 postes. Et parmi ces 5 postes, eh bien, il y a ces 2 institutrices, instituteurs qui assurent depuis des années sans aucun problème les cours de ses enfants. Moi, j'ai fait partie, j'étais à la petite école de Beausilène, voilà, toujours dans le même coin. J'ai fait partie de ces élèves qui ont été dans les classes uniques. C'est extraordinaire l'expérience des classes uniques. Vous apprenez à aimer l'école, vous écoutez l'instituteur, vous êtes mélangé avec des plus grands. Et voilà, ça fait partie des décisions. Je prends cet exemple des Hautes-Pyrénées, mais il y en a des dizaines dans les zones rurales. C'est-à-dire que vous avez un discours extrêmement flagorneur sur le respect des élèves, sur
les classes dédoublées, etc. Mais dans la réalité, imaginez tous ces élèves qui sont à Saint-Savin, à Arcisant-Savant. Qu'est-ce que ça veut dire des classes fermées? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont aller où? Le quart, ça veut dire les parents, ça veut dire partir très tôt, ça veut dire plus de fatigue, ça veut dire... Moi, je suis sidéré de l'écart, si vous voulez, entre le discours. Il existe assez souvent, mais jamais il y a eu un tel écart entre le discours de communication tenu par cet exécutif depuis 6 ans maintenant et la réalité des faits. La réalité des faits, c'est que voilà, on fait encore du mal aux parents, on fait encore du mal aux enfants, et non, l'éducation nationale ne va pas mieux par la grâce de Jean-Michel Blanquer et aujourd'hui de Pape Ndiaye. Vraiment, moi, je ne peux que partager. Je pense que là encore, gouverner, c'est prévoir, et la jeunesse, l'enseignement, c'est capital. C'est la mère des réformes. C'est là où on devrait mettre pas que de l'argent d'ailleurs, mais aussi, on peut pas fermer des classes pour des raisons budgétaires. Aucune consultation des élus, mais hein, c'est surtout, il faut de la vision. Et s'il y a bien un endroit où on devrait mettre le paquet, c'est bien dans l'enseignement et dès les petites classes, et également dans la ruralité. Bon, on le sait, en fait, on investit beaucoup plus, contrairement à ce qu'on croit, dans le 93 que dans les communes rurales françaises. Donc, il faut mettre un arrêt à cette injustice, parce que l'égalité des chances, c'est aussi de pouvoir accéder à ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire l'éducation dès son plus jeune âge, quel que soit dans les meilleures conditions possibles. L'endroit dans je suis étonnée que le département où il n'y avait pas de, ce soit pas. Il y a eu aucune concertation, je le redis, parce que c'est très important. Les élus. Non, mais une levée de bouclier du département, de la région. Mais il n'y a pas de levée de bouclier. Pour le moment, c'est les parents d'élèves qui font rien. Alors c'est des amis à moi, je les connais, donc je me permets de faire cet appel parce que c'est ce cas-là, mais je pense que c'est des dizaines. Je veux dire, s'il n'y a pas de réponse, c'est les parents d'élèves qui disent, s'il vous plaît, ne fermez pas nos classes. Je ne sais pas si ça sera suffisant. Si vous êtes scandalisé, 0826 300 300, vous nous appelez. Au-delà de l'exemple que vient de donner Françoise, c'est quelque chose qui, très modestement, m'interpelle en permanence sur la France. Entre la rationalisation nécessaire de beaucoup de choses et la sauvegarde d'activités essentielles. C'est épouvantablement difficile pour les pouvoirs. Ouais, il faut arrêter d'uniformiser aussi. Quels sont les critères, quoi? Alors, écoutez, les critères, les Hautes-Pyrénées, elle le connaît bien, c'est un des départements les plus petits de France, très enclavé, avec la moitié, c'est la frontière sauvage, vous avez l'école, etc. Vous avez les grands cols, Tourmalet, etc. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que c'est déjà un département qui est difficile. Alors, il y a un aéroport, il y a des gares, etc. Mais c'est un département qui n'est pas aidé sur le plan économique. Il y a une grande désindustrialisation, les industries ont fermé à Tarbes, etc. On a remplacé ça par l'or blanc, mais la réalité, ces départements-là ont besoin plus que d'autres d'être aidés, et je trouve qu'on les traite trop mal. Et puis attention aux coupes budgétaires qui sont un peu le tout petit bout de la lorgnette, parce que quand on regarde en coup complet, c'est très important pour l'avenir des régions. De toute façon, on n'est pas très loin. Enfin, on reste dans l'éducation avec le Parcoursup, très décrié quand même. Un problème menant droit au chômage, selon vous? Non, ce que je voudrais rappeler, parce que ça me tient beaucoup à cœur, puisque j'ai monté justement une école post-bac, c'est que en ce moment, vous savez, c'est le moment où les étudiants de terminale s'inscrivent dans Parcoursup, et surtout, c'est l'instant clé où on se focalise sur son avenir. Et ce qui me frappe, c'est dans notre pays, 6e puissance mondiale, on accepte encore que des tonnes de jeunes aillent s'inscrire dans des formations qui vont mener droit au chômage. Et on a tous le droit de faire des erreurs, on peut aussi ne pas savoir ou ne pas avoir de chance, mais quand on le sait, c'est criminel de laisser des gamins, toute une génération, s'inscrire dans des formations alors qu'on sait pertinemment qu'on n'aura pas besoin de autant de jeunes formés, par exemple aux sciences humaines. Je vais prendre un cas comme les sociologues. Je n'ai rien contre les sociologues, et il en faut, mais il en faut pas autant que le nombre de jeunes que l'on forme à ces formations qui mènent au chômage. Donc moi, c'est un petit coup de gueule. Et d'autres filières qui sont pas mises en avant. C'est pour ça que j'ai monté une école pour justement répondre aux attentes des entreprises, parce qu'il y a énormément de métiers en tension où là, les entreprises ont du mal à recruter parce que les jeunes n'ont pas été formés à ces compétences qui sont demandées. Donc on marche un peu sur la tête, et quand on parle de numerus clausus dans la santé, bien moi je pense qu'on aurait mieux fait de former un peu plus de médecins et de former un peu moins de jeunes. Oui, mais ça c'est parce que vous êtes dans la folie des sciences dures. Moi je pense que le temps est aux sciences humaines. Je pense que le 22e, 23e siècle, c'est pour l'humain. C'est important, mais à condition qu'il y ait des débouchés, parce que derrière, c'est juste... Il faut qu'il y en ait. Il faut décider qu'il y ait des psychologues scolaires, par exemple. Juste pour masquer les mauvais chiffres de la rentrée. Il y a 23% des jeunes sont au chômage dans notre pays. Oui, il y a quand même un problème. C'est pas parce que vous empêchez de former des sociologues
sociologue, ça c'est de la caricature. De commencer dans la vie active par le chômage. Ça fait une génération de dépressifs. Merci beaucoup Virginie Calmels. J'en profite pour vous dire qu'à partir de 19h, on va parler emploi avec Jérôme Laverny. Important aussi, on parlera effectivement des filières. Et on donnera la possibilité à l'un d'entre vous de faire finalement un entretien d'embauche en direct. C'est-à-dire qu'en direct, on va faire un appel aux entreprises, on va discuter avec lui, échanger. Et si effectivement les entreprises qui nous écoutent ont envie d'écouter de 19h à 20h, 0826 300 300, on a un CV entre les mains. Si on peut lui donner la possibilité de trouver un travail en moins d'une heure, on sera content et ce sera grâce à vous. Restez avec nous, c'est les vraies voix et on reste ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Merci de nous écouter tous les jours de 17h à 20h. En tout ça, pour ceux qui nous écoutent, bien sûr. Ça va, on déconne, Françoise Degois. Françoise Degois est avec nous, Philippe Bilger est avec nous. On voulait juste vous dire que ça fait des années qu'on nous fait croire que vous écoutez, mais en réalité, c'est pas vrai. C'est tout un village Potemkin qui a été monté par la direction de la radio. En fait, vous ne nous écoutez pas. Vous croyez nous écouter, mais c'est pas vrai. Ouais. La drogue fait du mal. on en voit malheureusement des cas. Et Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, école des métiers de demain dans les industries créatives. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et vous l'avez entendu, certainement les débats houleux à l'Assemblée nationale pour les réformes des retraites, 3 suspensions de séance, des menaces, des messages malveillants qui ont poussé les députés du Rassemblement national à quitter la séance, un hémicycle surchauffé, Philippe. Oui, Cécile, et pas seulement l'hémicycle, c'était tout à l'heure dans le quiz, puisqu'un député MoDem a qualifié les députés NUPES, je cite, de Jean Foutre, entre obstruction, milliers d'amendements qui rendent le texte inutilisable au Parlement. Est-ce que vous pensez, vous, que les comportements outranciers à l'Assemblée nationale décrédibilisent le débat politique? C'est la majorité des 4/5e, puisque vous êtes 80% à dire oui sur Twitter. Et comme ça, c'est réglé. Vous nous appelez 0826 300 300 si vous voulez nous en parler. Et pour en parler, notre spécialiste, Franck Tapiro, est avec nous. Bonsoir Franck. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes publicitaire et spécialiste en communication politique. Avant de vous donner la parole, Franck, Philippe Bilger, on en a parlé un tout petit peu en début d'émission, ce brouhaha, ces insultes, là ça prend des proportions terribles. Moi, évidemment, en tant que citoyen et un petit peu intéressé par la vie politique, j'ai bien conscience que les années passées, le Parlement, la vie politique n'était pas forcément un long fleuve tranquille, mais je dirais qu'il n'y avait pas comme aujourd'hui une haine ordinaire et d'autre part, il n'y avait pas cette espèce de volupté de l'enfantillage collectif à l'Assemblée nationale. Je suis frappé de voir avec quel acharnement les députés, de quelque bord qu'ils soient, détruisent avec une espèce d'énergie suicidaire ce sur quoi ils devraient construire leur débat et leur réussite. Je trouve que ce qui se passe à l'heure actuelle est très grave et pour être franc, je me reproche parfois d'éprouver comme une sorte de joie sadique lorsque je constate que des gens que je n'aime pas sont vilipendés et maltraités. Mais c'est honteux de ma part. Ouais, Françoise Degois. Moi, alors, vraiment, j'aime cet exercice de flagellation de Philippe Bilger. Moi, je ne vois pas... encore une fois, je le redis et je le redirai éternellement, ça ne sert à rien de grimper au rideau, ça s'appelle un débat. Des noms d'oiseaux, je le redis à chaque fois. Je sais que Franck Tapiro va pas être d'accord parce que ça ne sert pas ses intérêts politiques. Mais si vous voulez, vous reprenez par exemple les notes des séances du Sénat à l'époque de Victor Hugo. Vous reprenez... Mais c'est ce que je vous explique. Mais est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Ça veut dire que c'est toujours comme ça. C'est un chaudron, l'Assemblée nationale. C'est un chaudron, il n'y a rien d'extraordinaire et d'extravagant à ce qui se passe. Quand vous présentez les milliers d'amendements, vous voulez... Mais on peut débattre sans s'insulter, Françoise. Mais qui s'insulte? On se traite de bras le train. Et je vous ai fait la petite chronique des haines. Léon Blum se fait traiter de juif à l'Assemblée nationale en 1936. Mais c'est pas le problème et alors, ça sert à rien de dire ça. Ça veut dire que dramatiser une situation
situation qui est un débat qui est abrasif, certes, ça n'est pas grave. Quant aux milliers d'amendements, vous savez très bien que les amendements peuvent tomber, vous pouvez faire tomber 4000 amendements d'un seul coup, si vous voulez. À l'Assemblée nationale, ça fonctionne comme ça. La question est, est-ce qu'on arrive à l'article 7 ou pas, les 64 ans ou pas? Moi, je trouve que cette dramaturgie autour de supposément le manquement des comportements des députés, ben écoutez, ça fait partie de la vitalité démocratique d'un pays qu'on appelle la France. Imposez-vous. Françoise nous explique que ça a toujours existé, certes. En revanche, ce qui a changé, c'est la détestation des Français pour leur politique. Ouais. Je veux dire, on est en train de parler d'une époque où il y avait du respect quand même. On avait l'impression d'avoir des cadors qui, alors on n'était pas forcément d'accord, mais il y avait quand même une autre estime des personnages politiques dans son ensemble. Moi, ce que je trouve gênant, et là-dessus je rejoins Philippe Bilger, c'est que je pense quand même que c'est un piètre spectacle dans un monde où les gens ne votent plus. Et le déni de démocratie, c'est pas. Moi, je suis d'accord pour le débat. Au contraire, je pense qu'il devrait y avoir davantage. Ils votent pas à cause de l'Assemblée nationale, les gens. De débat. Mais je pense que ça contribue. Non, mais François, ça contribue à donner une image de la bataille politique qui n'est franchement pas. C'est pas vrai, ça. Non, mais moi, je le crois. Ce qui contribue, c'est les affaires. Ce qui contribue, c'est les manquements moraux. Mais c'est un tout. C'est un ministre qui défend sa réforme et qui est jusque là à rabord. On est en train de se rendre compte. Moi, je vais défendre mon débat. Je vais défendre mon débat. Franck Taguero. Quand on voit ça, est-ce que on a tous l'impression que forcément c'est de pire en pire. Hein, chaque débat, c'est explosif. Que là, on passe aux menaces. Enfin, on se dit à quel moment ça va s'arrêter, quoi. Moi, je pense, désolé, mais qu'on a l'Assemblée qu'on mérite. L'Assemblée, c'est quand même le reflet des électeurs, le reflet des Français qui donnent un mandat à des gens qui vont les représenter. Et là où je suis assez d'accord finalement avec tout ce qui a été dit, mais ce que dit Françoise, contrairement à ce qu'elle pense, je suis assez d'accord avec elle. Ah, je suis ravi, Francky. Alors, donc tu comprends, hein. Pourquoi? Parce que en fait, cette Assemblée, elle ressemble à la France. Elle ressemble aux Français. Donc, reprocher l'esprit du débat. Alors attention, maintenant, on va donner un peu les limites. Ce serait absurde. En revanche, on a toujours débattu de cette façon-là. Maintenant, il y a une outrance qui change avec le temps. L'outrance, d'abord, elle est, on l'a dit tout à l'heure, dans le blocage systématique ou dans les alliances systématiques. Quand on voit que quasiment 80%, la NUPES fait alliance avec le RN pour bloquer, on se dit, mais il n'y a plus de sens. Et c'est là que vient aujourd'hui, pour moi, le plus grand problème, c'est que les gens regardent ça en se disant, bon, ils s'engueulent comme depuis toujours, mais on ne comprend plus rien aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de sens. Perte de sens, perte de fond. Et il y a aussi une autre image pour moi qui est terrible. La société française, on le voit depuis une quinzaine d'années, devient de plus en plus violente. C'est exactement ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et en fait, aujourd'hui, c'est un miroir qui, malheureusement, pas déformant du tout. Aujourd'hui, vous voyez les gens chez eux, au bureau, quand ils parlent de la réforme de retraite, c'est exactement, parfois même encore plus violent qu'à l'Assemblée nationale. Donc, encore une fois, certes, on attend toujours des politiques qui sont un peu exemplaires, quand même, mais ça va. Mais je suis désolé, mais à l'Assemblée, ça a toujours été le débat. Maintenant, encore une fois, même avec des noms d'oiseaux, ce serait positif si, in fine, ce serait constructif si on comprenait quelque chose, mais in fine, les gens sont complètement lâchés, ne comprennent plus François, rien. Ne dis pas que les gens comprennent, et on retient que ça. Plus rien. Philippe Bilger. Franck Tapiro, je ne vous connaissais pas tellement adepte d'une sorte de centrisme et de consensus. Tout le monde a raison, donc... et surtout moi. Mais plus sérieusement, est-ce que, pour tenter une synthèse dans ma question, j'admets bien volontiers, comme le dit Françoise, que le chaudron a existé, bien sûr. Il y a des années, mais est-ce que il me semble que le chaudron a perdu de la qualité. C'est peut-être ça que nous éprouvons aujourd'hui. C'est le sentiment que hier, le chaudron, d'une certaine manière, mêlait des affrontements cultivés et peut-être très violents, mais qu'aujourd'hui, c'est vraiment des affrontements d'une bêtise absolue, souvent de députés sans culture. Est-ce que vous acceptez ça, Franck Tapiro? Mais je vous ai dit tout à l'heure que c'est aujourd'hui beaucoup plus grave, totalement d'accord, parce qu'il y a un manque de sens. Encore une fois, tant qu'on s'engueule sur des problématiques réelles, concrètes, qui ont une portée ou de modernité ou de transformation de la société, moi ça me va. Mais quand c'est n'importe quoi, quand aujourd'hui on fait alliance avec n'importe qui et n'importe quoi, ou pire que ça, quand on fait une opposition systématique, parce qu'il faut être en opposition avec le gouvernement,
Pour moi, ce n'est pas le mandat d'un député. Ce n'est même pas le mandat d'un homme politique ou d'une femme politique. Donc encore une fois, ils oublient que quand les Français les regardent s'engueuler, derrière ils essaient de comprendre quelque chose. Donc oui, il y a la violence, il y a les engueulades, très bien, mais est-ce qu'il y a du sens? Il n'y en a pas. Bon, alors, réponse de François, c'est après Thierry. D'abord, il y a un sens, c'est pas vrai que le Rassemblement national et la gauche votent ensemble, c'est faux. La gauche a refusé de voter la motion. La gauche a refusé de voter la motion référendaire. On lui a fait assez le reproche du Rassemblement national. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il n'y a pas de sens. Bien sûr qu'il y a un sens. Il y a un bloc de gauche qui fait 150 députés. Il y a l'extrême droite qui en fait 90. Et vous avez une majorité relative. Vous avez une faiblesse de la majorité actuelle. C'est en ça que vous donnez le sentiment que c'est brouillé. Dernier point, toutes les générations ont dit, Philippe Bilger, que la génération d'avant était mieux. Des députés pas cultivés, il y a beaucoup de députés très cultivés dans cet hémicycle, à gauche comme à droite. Moi, cette idée de dire, bah oui, Mélenchon déjà, c'est probablement Françoise, on avait dit court. Non, on avait dit court. Cette idée de dire, c'était tellement mieux avant, non, c'était pas allez, 0826 300 300, Thierry qui est avec nous, vous vouliez réagir, Thierry? Oh, oui, alors moi, la société va mal. On a une jeunesse qui en manque de repères. Pour moi, je considère que nos élites, nos soi-disant intellectuels devraient être exemplaires. C'est pas le cas. Vu ce qu'ils nous montrent aujourd'hui, j'ai l'impression que nos élites se crétinisent. Le problème, c'est qu'effectivement, comme disait Françoise tout à l'heure, c'était comme ça avant. Oui, mais c'était pas filmé avant. Aujourd'hui, c'est filmé. On donne une image de la politique. Moi, j'ai pas envie de voter quand je vois ça. La jeunesse, elle a comme repère nos politiques qui se déchirent, qui s'insultent, qui font je sais pas, c'est triste, on est au fond du seau, j'ai l'impression. Voilà. Thierry, juste dans les ressorts du non-vote, parce qu'on les a étudiés, l'Assemblée nationale, personne ne regarde. Je vous dis, il n'y a que nous, c'est des débats. Non, je termine. C'est repris dans tous les. Vous savez, qu'est-ce qui est le plus grave? C'est que des gens s'engueulent et se traitent de noms d'oiseaux, ou qu'aujourd'hui vous ayez un ministre qui a des affaires jusque-là, qui a probablement un procès, qui va avoir un procès pour favoritisme avec une grande boîte d'eau qui s'appelle Olivier Dussopt, qui n'a cessé de mentir tout le week-end alors que tous les journalistes. Est-ce que c'est plus grave? Est-ce que c'est plus grave d'avoir des ministres mis en examen, des doutes sur l'ancien président Sarkozy? Est-ce que c'est plus grave ça? Est-ce que c'est ça qui détourne du vote ou pas? Ou c'est l'Assemblée avec des députés qui s'engueulent sur un texte? Je ne sais pas si c'est plus grave, mais ça fait tellement d'années que ça existe, son histoire, peut-être que c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est peut-être aussi grave les deux choses, mais aujourd'hui, ce qui se passe, je veux dire, c'est notre Assemblée nationale. Et alors? On doit avoir des gens qui devraient se tenir, se respecter. Mais c'est pas ce qu'on voit. Qu'est-ce que vous avez vu Laissez-le parler, Françoise. Et Françoise, contrairement à ce que vous dites, bien sûr qu'il y a plein de gens qui ne regardent pas, mais les journalistes, les médias, dès qu'il y a une petite scène comme ça passe dans les médias, on en parle. La preuve, on en parle là. Donc c'est médiatisé. C'est d'ailleurs Franck Capiro veut réagir. Il y a un aspect de communication, vous avez totalement raison, parce que les médias ont changé. À l'époque, on parlait de télévision, mais aujourd'hui, plus personne ne parle de télévision. Je pense qu'il y a une dégradation des médias, surtout. Oui, aujourd'hui, on veut faire le petit buzz, parce que ça va être repris dans tous les réseaux sociaux, et vous savez très bien que ça va être propagé. Et en fait, on voit que des petits bouts. Et ces petits bouts, malheureusement, sont toujours à charge. Pourquoi? Parce que c'est le moment où tout le monde s'engueule, où on prend évidemment que le pire. À l'époque, bien entendu, qui allait regarder les diffusions de toute une discussion à l'Assemblée? Personne. Mais là, Franck, on prend un petit extrait, il l'exploite aussi. Il l'exploite aussi. Oui, c'est sûr. Regardez Sandrine Rousseau, quand elle parle de la retraite d'Mbappé, elle le fait sciemment. Je pense qu'elle est suffisamment maligne pour savoir qu'elle va faire le buzz et que du coup, elle va, parce qu'elle pense probablement que ça sert sa cause, faire tous les journaux et les reprises. Mais ce qui était le cas. Moi, je reste quand même convaincue, oui, il y a une responsabilité des médias, mais quand même, à un moment donné, on doit rester maître de son comportement et de son image. Une fois encore, le débat d'idées n'est vraiment pas un problème. Au contraire, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai débat. Bon, il y a quand même eu un député qui avait donné un coup de casque. Rappelez-vous, les premiers députés LREM. Et c'est la réalité. Mais le coup de casque, c'est à l'extérieur. Mais de quoi tu parles? Mais pardon, je suis d'accord. à l'extérieur ou à l'intérieur. On est en train. Non, mais pardon, on est en train de parler pas du. On n'est pas en train de parler que du comportement dans l'hémicycle. Ah bah non, pardon. Moi, je pense qu'on. Maintenant, on parle aussi de l'exemplarité de nos politiques. Quand Françoise, vous en parlez, je pense qu'à un moment donné, les députés, on doit les apprécier dans la totalité de leur comportement. Dans l'hémicycle, en dehors. Quand il y a des affaires, quand ils tapent avec un casque sur quelqu'un, quand il y en a une qui faisait du trafic de drogue, enfin, on a quand même vu, dans l'Assemblée nationale. De tout bord. Oui, de tout bord. Là, je fais pas de la politique politicienne. Je suis juste en train de dire que quand même, on peut pas dire d'abord que ça a toujours existé, je crois pas. Moi, je pense, et je vous le dis, je suis bien placée
Là, c'est pour le savoir, parce que j'ai passé 25 ans dans le privé et j'ai fait 5 ans de politique. La politique n'attire plus. Et donc, pardon, mais on a quand même, on a quand même un sujet. On propose la possibilité d'être élu dans une circonscription et retourner au galop, Virginie. Mais Françoise, ne dites pas ça alors que j'ai démissionné. Peut-être que j'y retournerai pour servir, mais pas pour me servir personnellement. Et pardon de dire que la politique attire des profils, et je pense que le non-cumul des mandats est une profonde erreur. Vous voyez à l'Assemblée nationale des individus qui finalement sont assez peu connus, et ce qu'on va retenir d'eux, c'est ces petits buzz médiatiques. Mais si, c'est grave, parce que ça donne pas envie. S'il vous plaît, Franck Tapiro, s'il vous plaît. François Hollande, il était inconnu avant de commencer. François, je voudrais poser une question à Franck Tapiro. Est-ce que, outre Franck Tapiro, le comportement verbal, il y a quelque chose qui marque. Dans les années 70, les députés ouvriers, c'était souvent les députés communistes ou socialistes, dans l'Assemblée nationale, ils étaient en costume, cravate, voire même costume 3 pièces. Ils étaient, vous me passerez l'expression, propres sur eux. Est-ce que ça, déjà, c'est pas le b.a.-ba? Parce que quand je vois l'Assemblée nationale, et pas seulement sur les bancs de la NUPES, maintenant, il y en a qui débarquent limite en débardeur, et il y en a même qui débarquaient en pull hier. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça aussi, ça pose question? Parce que quand on est dans l'hémicycle, on doit être bien habillé. Mais évidemment, il y a eu des outrances visibles, des outrances non visibles, il y a des outrances sonores, que parfois on entend des noms d'oiseaux sans voir exactement quels sont les émetteurs. Mais bien entendu, la tenue pour moi est importante, et on le voit chez les Anglais, ils s'engueulent énormément, avec ces 2 chambres qui s'engueulent en permanence, mais ils sont tous très bien habillés, il y a un respect de la fonction. Ruffin d'ailleurs, je tiens à le dire, au démarrage il arrive à l'Assemblée en pull, en t-shirt, en maillot de foot, et maintenant, comme monsieur se dit, bon, faut que je m'achète une image, donc comme par hasard, il s'habille en costume cravate. Regardez les toutes les dernières prises de parole de Ruffin, costume cravate. Donc il est plus en train de critiquer les députés sur leur forme. Maintenant il est rentré dans le rang. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre la suite de Mélenchon. Il commence à chercher une image. Mais c'est ridicule. Donc ça veut dire que là c'est ridicule parce que c'est une manip. Il devrait y avoir un code moral, un code d'honneur. Et à un moment on devrait aussi se dire il faut respecter la fonction. Quand on arrive à l'Assemblée, on a une tenue digne, une tenue. Ça ne veut pas dire porter une cravate en permanence, mais être bien habillé pour respecter la fonction. Les gens sont très sensibles à cela, encore plus en France. Vous savez très bien que l'habit fait souvent le moine. Vous êtes d'accord, Thierry? Thierry, vous êtes avec nous? Thierry, vous êtes là? D'accord, je trouve que dans cette assemblée, on a vu la NUPS qui est venue pour embêter le monde quand ils étaient venus tous avec des cravates, hommes et femmes, c'était ridicule pour se moquer de l'institution. Si l'institution leur plaît pas, ils n'y viennent pas. Je veux dire, il faut que ce soit sérieux. C'est quand même les lois qui sont passées, c'est pour tous les Français, c'est l'avenir des Français, c'est le devenir de la France. Et j'ai l'impression que c'est du grand n'importe quoi en ce moment. Les gens j'entends ce que vous dites. J'ai tout à fait détesté ce qui s'est passé hier parce que Rachel Keke, députée de la NUPS, a fait une intervention tout à fait exceptionnelle, d'une très grande force. Et elle était très bien habillée. Elle était habillée en boubou, bien sûr. Elle était habillée à sa façon, avec un turban. Elle était absolument magnifique, belle, superbe. Ce que j'ai vu comme commentaire en dessous de cette vidéo, ça m'a écœuré. Qu'est-ce que c'est la bonne tenue? Rachel Keke, femme de ménage, elle est sublime. Elle fait une intervention magistrale qui fait se lever tous les bancs. Et qu'est-ce que les gens regardent? Elle est en boubou comme à Bamako. Je lisais des trucs, ça m'a répulsé. Donc, qu'est-ce qui veut dire? Qu'est-ce qui veut dire être bien habillée? Eh ben, elle était très bien habillée, mais elle était en boubou. Et voilà. Franck Tapiro, merci beaucoup d'avoir été avec nous, publicitaire spécialiste en communication, en politique. Merci. Vous restez avec nous. C'est pas tout à fait fini. Vous voulez nous appeler et commenter ce qu'on a dit depuis 2 heures, le bon et le moins bon. 0826 surtout de ce côté-ci. Tout de ce côté-là avec Philippe David. Bien sûr, ça se saurait. Allez, à tout de suite. On vous souhaite la bienvenue. C'est la dernière ligne droite des vraies voix de ce mardi. On est mardi aujourd'hui. On est mardi. Ça passe vite le temps, c'est fou. Déjà mardi. Ciellement mardi. Ouais, ciellement mardi, exactement. 0826 300 avec une réaction au standard. C'est Romina qui est avec nous des Hautes-Pyrénées. Bonsoir Romina. Bonsoir Romina. Romina et Albano Power, vous vous en souvenez? Italien. Oui. Et Romina, vous êtes déléguée parent d'élèves et infirmière libérale et vous vouliez revenir sur le tour de table de Françoise de Gois. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, nous aussi, on est concernés, en fait... sur la fermeture des écoles en ruralité. Exactement. Et en fait, ça fait quelques années en fait, que l'école était en péril. Ils en ont parlé. On a un président de la communauté de communes qui, jusqu'en 2022, a essayé de maintenir. Et puis là, en fait, on a le couperet qui tombe. On a un super enseignant pour les enfants. Et donc, ce serait la classe de CP-CE1 qui sauterait sur Basillac.
une fermeture de classe, c'est aussi une fermeture d'école. Et donc, pour nous, en plus, je suis ingénieure rurale, donc je connais bien la ruralité. Et un village a besoin de son école, parce qu'en fait, c'est tout un rythme pour le village. L'école, c'est l'horloge parlante. À 9h, les gens savent que les enfants sont à l'école, on sort chercher le pain, on va faire les courses. À midi, on sait que les enfants sortent dans le réfectoire, on les entend. Enfin, vraiment, tout se fait autour de l'école. Les liens aussi. Les liens, oui. Arrivent dans les écoles. Et c'est comme ça qu'ils apprennent aussi à se rencontrer les uns les autres. Et tout ce qui est interassociatif, intergénérationnel. Pour nous, en fait, enlever l'école dans un village, c'est un peu comme casser complètement le rythme. C'est un peu comme, je sais pas moi, demander aux abeilles d'hiberner au milieu du printemps, quoi. Ça va casser ce lien social, cette transmission dans les. C'est comme fermer la boulangerie, le bar tabac, c'est comme tout, c'est la même chose. Exactement. Et en fait, on sent bien une volonté politique, parce que moi je le découvre, c'est la première année que je suis déléguée des parents d'élèves. On sent bien une volonté politique, mais locale. Parce que je me suis tapé tout le PLF 2023 de Pape Ndiaye. Et c'est vrai qu'au niveau de l'exécutif, on n'a absolument pas cette volonté de fermer les écoles rurales. Donc je ne comprends pas qu'au niveau local, on ait cette pression de fermer les écoles pour ramener les villages vers la ville. Ben oui, c'est ça. Une réaction, Philippe Bilger, vous direz. Je suis navré d'introduire un peu de pessimisme dans cette belle intervention, mais je me demande si un pouvoir de droite ou de gauche pourrait régler le problème. Il y a une sorte de fatalité, de la déshérence, Moi, je pense que c'est une question, vous savez, encore une fois, de courage politique. Oui, et de fléchage budgétaire. Qu'est-ce que tu décides au moment du budget, tu vois? Qu'est-ce que tu décides? Sur quoi tu portes tes efforts? Romina, un magnifique témoignage. Les élus, au départ, ils avaient des convictions, parce que les maires, vraiment, l'adorent leur école. Et ils voulaient absolument, quand il a été question de ramener la compétence école dans les communautés de communes, eux, ils s'étaient dit, ok, on leur laisse l'école, mais pas physiquement. On leur laisse l'école pour que notre école aille mieux, qu'elle profite éventuellement de budgets supplémentaires, etc. Ils se sont pas attendus du tout à ce que on les dépossède de leur école. Et là, je peux vous dire que les maires, quand ils voient le matin les enfants savent dire bonjour monsieur le maire. Donc nous, au niveau de la ruralité, les gamins à 6-7 ans, ils sont déjà citoyens quelque part. C'est ce que ça nous a appris. Moi, j'ai fait la classe unique, madame. C'est tellement important. J'ai fait la classe unique et je sais qu'est-ce que ça nous a appris, la classe unique. C'est pour ça que vous êtes unique. Je suis vraiment républicaine. Mais l'aménagement du territoire... Et je l'ai appris, on se lève quand l'instituteur arrive. L'aménagement du territoire, c'est clé. On est passé à côté. Et là encore, on parlait de reconnaître ses erreurs. Je pense que les politiques devraient pouvoir reconnaître leurs erreurs. On a un pays magnifique et surtout, on est au 21e siècle. Avec la 4G ou la 5G, on peut créer des emplois n'importe où sur le territoire, à condition d'avoir le numérique partout, à condition d'avoir l'école, à condition d'avoir l'hôpital, la santé. Donc c'est là que c'est clé et les arbitrages budgétaires qui ont été faits sont malheureusement mauvais parce qu'in fine ils coûtent au pays au lieu de rapporter. Merci beaucoup Romina de nous avoir appelé. Merci mille fois et on espère que les choses vont changer pour vous. Merci. Demain nous manifestons à l'Académie à 14h à Tarbes et on espère que nous serons nombreux à faire entendre nos voix et je joins ma voix de Saint-Savin. Et à tous les gens qui sont menacés, demain nous nous retrouvons à Tarbes à 14h à l'inspection académique. Et rappelez-nous demain, Romina, pour nous dire comment ça se passe cette manifestation. Merci beaucoup à Thierry Danglette d'avoir été notre vraie voix aujourd'hui. Merci Philippe Bilger, merci beaucoup Françoise Degois et merci beaucoup Virginie Calmels pour cette première. Merci à vous. Première fois des vrais. Allez, dans un instant, on vous parle emploi et on vous l'a dit, on va essayer de trouver du travail à quelqu'un qui en cherche. Passer 50 ans, vous savez que c'est très difficile. On en parle dans quelques instants avec Jérôme Lavergne. À tout de suite.